bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les origines de la vie sur Terre ? La Terre, il y a environ 4,5 milliards d'années, était un endroit très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. La planète était encore jeune, avec une surface en évolution constante marquée par des volcans actifs et des océans en formation. L'atmosphère primitive était composée principalement de gaz, tels que le dioxyde de carbone, le méthane, l'ammoniac et l'eau vapeur, sans oxygène libre. Ces conditions, bien que hostiles aux formes de vie modernes, créaient un environnement propice à la chimie qui allait engendrer les premières formes de vie. Les premières molécules organiques complexes se sont probablement formées dans les océans primitifs, riches en éléments essentiels tels que le carbone, l'hydrogène, l'azote et le phosphore. Les expériences scientifiques menées au cours du XXe siècle ont démontré que, dans des conditions similaires à celles de la Terre primitive, il est possible de synthétiser des acides aminés, qui sont les composants fondamentaux des protéines. Ces molécules auraient constitué les briques de la vie naissante. Ainsi, la chimie prébiotique, soutenue par des sources d'énergie diverses comme les éclairs, les rayons ultraviolets ou la chaleur géothermique, a progressivement conduit à la formation de structures plus complexes. Les premières formes de vie que nous connaissons sont des organismes unicellulaires, probablement apparus il y a environ 3,8 milliards d'années. Ces êtres vivants, appelés prokaryotes, ne possédèrent pas de noyau défini, mais étaient capables de réaliser des fonctions biologiques essentielles, telles que la reproduction, la nutrition et l'adaptation à leur environnement. Leur existence a marqué le commencement d'une longue évolution, marquée par des transformations progressives. Ces premières cellules ont donné naissance à une diversité biologique croissante qui a profondément modifié la planète. Au fil du temps, certaines cellules ont acquis des structures internes plus complexes, donnant naissance aux eucaryotes, organismes dont les cellules possèdent un noyau entouré d'une membrane. Cette évolution cellulaire a été un tournant majeur, permettant le développement d'organismes multicellulaires et plus spécialisés. La collaboration entre différentes cellules a introduit une organisation nouvelle, où les fonctions se répartissaient pour optimiser la survie et l'efficacité des êtres vivants. Ces avancées ont ouvert la voie à une biodiversité riche et variée. Parallèlement à ces transformations biologiques, la Terre a connu des changements climatiques et géologiques importants. Le développement des océans, la formation des continents et l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère ont favorisé des conditions plus stables et propices à la vie. L'augmentation du taux d'oxygène, résultat de l'activité photosynthétique de certains organismes, a permis l'émergence d'espèces plus complexes et énergétiques, capables d'exploiter cette nouvelle ressource pour croître et diversifier leurs formes. L'évolution ne s'est pas limitée aux aspects biologiques. Elle a également touché les interactions entre les êtres vivants et leur environnement. Les premiers organismes ont développé des capacités à s'adapter aux variations de leur habitat, à rechercher des ressources et à éviter des dangers. Ces mécanismes d'adaptation, fondés sur des modifications progressives du matériel génétique, ont mené à une complexité croissante des populations vivantes. L'évolution est ainsi un processus continu, intégrant la mémoire biologique des modifications et des innovations apparues au fil des générations. Il est important de souligner que ces étapes de l'évolution s'étendent sur des durées extrêmement longues, comprises entre plusieurs centaines de millions et des milliards d'années. Cette temporalité difficile à appréhender contraste avec notre expérience humaine. Elle fait néanmoins partie intégrante de notre histoire, car chaque organisme vivant actuel porte en lui le témoignage de ces transformations anciennes. La lecture de notre génome révèle des traces de nos ancêtres lointains et de leur capacité à survivre dans des conditions souvent difficiles. Des traditions culturelles à travers le monde ont longtemps cherché à expliquer les origines de la vie et la place de l'homme dans la nature. Les mythes, souvent poétiques, évoquent la création du monde par une force supérieure ou par des événements cosmiques. Si ces récits ne correspondent pas aux connaissances scientifiques actuelles, ils soulignent néanmoins une quête universelle de compréhension et de sens. L'étude moderne de l'évolution rassemble ces questionnements autour d'une démarche fondée sur les preuves et l'observation objective. En synthèse,
L'histoire de la vie sur Terre se présente comme une longue chaîne d'événements complexes, depuis les conditions initiales de la planète jusqu'à l'apparition des premiers organismes. Ces êtres simples ont jeté les bases d'une diversification naturelle qui, grâce à l'interaction entre la biologie et l'environnement, a permis progressivement l'émergence de formes de vie de plus en plus sophistiquées. Cette perspective offre un cadre pour comprendre non seulement le passé, mais aussi la continuité des processus biologiques qui se poursuivent aujourd'hui. Le récit de l'évolution invite à considérer l'homme comme le produit d'une histoire ancienne, façonnée par des forces naturelles diverses et prolongées. Ce regard replace notre existence dans un cadre plus vaste, où chaque élément est relié à une trame globale. La prochaine étape de cette exploration portera sur les premières formes humaines, en s'intéressant aux traits qui nous rapprochent de nos ancêtres et aux événements cruciaux qui ont façonné notre espèce au cours du temps. L'émergence des premiers organismes multicellulaires. L'histoire de la vie sur Terre révèle une trajectoire fascinante, marquée par une complexification progressive des organismes vivants. Il est essentiel de comprendre comment, à partir d'entités unicellulaires, sont apparus les premiers organismes multicellulaires. Cette transition, loin d'être immédiate, représente un tournant décisif dans l'évolution biologique. Les organismes unicellulaires, présents depuis environ 3 milliards d'années, ont longtemps prospéré isolément, se reproduisant par division simple. Leur organisation, limitée à une seule cellule, restreignait les possibilités fonctionnelles et leur taille. Pourtant, au fil du temps, des interactions plus poussées entre cellules ont permis une nouvelle forme d'organisation. La formation de structures multicellulaires a impliqué des mécanismes biologiques complexes, permettant aux cellules de rester associées tout en spécialisant certaines fonctions. Cela nécessite des systèmes de communication et de coordination cellulaire. Ces mécanismes reposent notamment sur des molécules capables de transmettre des signaux et des informations entre cellules, assurant ainsi une division du travail. La coopération, régulée par des processus génétiques et biochimiques, a offert un avantage sélectif, favorisant la survie des groupes cellulaires. Cette coopération a permis d'atteindre des tailles corporelles supérieures et une complexité croissante des fonctions vitales. Parmi les premières formes reconnues d'organismes multicellulaires figurent les colonies de cellules, où chaque cellule conserve une certaine autonomie tout en comprenant un rôle au sein d'un ensemble. Ces colonies, formées il y a environ 1 milliard d'années, présentèrent des arrangements variés. Certaines se limitaient à une simple assemblée de cellules. D'autres développaient des différenciations cellulaires plus marquées. Cette différenciation constitue une étape clé qui a ouvert la voie à la spécialisation des tissus et à l'apparition d'organismes plus complexes. On peut envisager ce phénomène comme une évolution en réseau, où la fonction commune transcende celle individuelle. Le phénomène de multicellularité n'est pas une création unique, mais il s'est produit plusieurs fois indépendamment au cours de l'histoire de la vie. Par exemple, les animaux, les plantes et les champignons ont chacun développé la multicellularité de façon autonome. Cette convergence illustre l'importance adaptative de cette organisation. Chaque groupe a mis en place des stratégies différentes pour préserver l'intégrité de l'organisme et optimiser les fonctions. Les systèmes de support, de nutrition et de communication varient fortement, reflétant des parcours évolutifs distincts mais parallèles en termes de complexité biologique. La transition vers les organismes multicellulaires a également influencé l'environnement terrestre. Ces organismes ont participé à la modification des conditions chimiques et physiques des habitats. Par leurs activités, ils ont accru la disponibilité de certains éléments et contribué à la formation de structures géologiques. Par exemple, les premières algues multicellulaires ont joué un rôle fondamental dans la transformation des océans et la production d'oxygène. Cette influence sur les cycles globaux a préparé le terrain pour l'apparition des écosystèmes plus diversifiés, capables de soutenir des formes de vie variées. Il convient de mentionner que cette transition a parfois donné lieu à des effets secondaires complexes. Par exemple, la spécialisation cellulaire a engendré des cellules fortement dépendantes les unes des autres, incapables de vivre individuellement. Cela a renforcé la solidarité au sein des organismes, mais a aussi augmenté leur vulnérabilité à certains facteurs. Les mécanismes de contrôle cellulaire, comme l'apoptose ou mort cellulaire programmée, sont apparus pour réguler la croissance et éliminer les cellules défectueuses. Ces processus ont contribué à la stabilité des organismes multicellulaires,
permettant d'éviter des dérèglements susceptibles de compromettre leur survie. À mesure que les organismes multicellulaires évoluaient, certaines lignées se sont orientées vers des formes de plus en plus sophistiquées. Parmi eux, les premiers animaux à symétrie bilatérale et les plantes vasculaires permettent une meilleure mobilité et une exploitation augmentée des ressources. L'apparition de systèmes nerveux primitifs et de structures de support a marqué une étape importante dans cette complexification. Ces innovations offraient des capacités nouvelles d'adaptation à l'environnement, prolongeant et enrichissant la dynamique évolutive amorcée avec la multicellularité. Il est également pertinent d'observer l'impact de cette transition sur l'évolution des relations écologiques. Les interactions entre espèces, telles que la prédation, la symbiose et la compétition, ont commencé à se développer avec la diversité croissante des organismes. La multicellularité a amplifié ces interactions par la capacité d'adoption de formes et de comportements complexes. Cela a favorisé la création de chaînes alimentaires étendues et l'apparition d'écosystèmes dynamiques. Ces systèmes vivants sont le produit d'une histoire qui remonte aux premières cellules, témoignant de l'importance capitale de la multicellularité dans le façonnement de la vie. En résumé, la transition des organismes unicellulaires aux premiers organismes multicellulaires constitue une étape fondatrice de notre histoire biologique. Elle repose sur des mécanismes biologiques de coopération, communication et spécialisation cellulaire, qui ont permis le développement d'une diversité incroyable. Cette étape a offert des solutions aux limites des cellules isolées et a introduit de nouvelles dynamiques dans les cycles de vie et les interactions avec l'environnement. La compréhension de cette période éclaire les origines de la complexité à laquelle nous appartenons, ouvrant la voie au récit suivant sur les relations entre formes de vie complexes et leurs innovations. Ces éléments posent dans les fondations pour explorer les évolutions ultérieures, telles que l'apparition des premières formes animales plus complexes et la diversification spectaculaire qui en a découlé. Le fil de cette histoire continue à s'étendre, nous invitant à approfondir le voyage à travers les ères successives et les transformations majeures qui ont conduit à la richesse actuelle du vivant sur notre planète. La conquête des milieux terrestres. Les premières formes de vie apparues sur Terre ont trouvé un milieu propice dans l'eau, ce vaste habitat qui offrait à ces organismes l'humidité nécessaire à leur fonction vitale. Cependant, au fil du temps, certains êtres ont commencé à investir les zones côtières, où les conditions variaient entre humidité et sécheresse. La transition vers la terre ferme représentait un défi majeur, car l'air, bien que riche en oxygène, exposait les organismes à la déshydratation et aux variations de température. Les premières plantes capables de survivre hors de l'eau sont apparues il y a environ 450 millions d'années. Ces plantes terrestres primitives, nommées bryophytes, ont développé des structures capables de limiter la perte d'eau, notamment une cuticule cireuse recouvrant leur surface exposée. Cette évolution vers la vie terrestre n'a pas seulement impliqué des adaptations physiques, mais aussi des mécanismes physiologiques affinés. Les racines permettant d'ancrer ces plantes dans le sol et d'absorber l'eau et les nutriments minéraux constituaient une étape essentielle. Par ailleurs, la reproduction a dû s'adapter à un environnement où l'eau n'était plus disponible en abondance pour transporter les gamètes. Les plantes ont alors évolué vers des stratégies plus autonomes, telles que la formation de spores résistantes ou plus tard, les graines, capables de protéger et de nourrir l'embryon en conditions parfois sévères. Parallèlement, le règne animal suivait une trajectoire comparable. Les premiers animaux terrestres descendaient principalement des arthropodes marins, un groupe qui inclut parmi ses membres les insectes, les arachnides et les crustacés. Ces animaux ont dû faire face à de nombreux obstacles pour passer à la vie terrestre, notamment la nécessité de protéger leur organisme de la dessiccation. Le développement d'exosquelettes rigides, composés de chitine, a été une innovation cruciale pour fournir une barrière contre la perte d'eau et permettre un support mécanique dans l'air léger par rapport à l'eau dense. L'appareil respiratoire a joué un rôle clé dans cette conquête des terres. Les branchies, adaptées à l'oxygène dissous dans l'eau, devenaient inefficaces hors de ce milieu, ce qui a conduit à l'apparition de poumons ou de structures analogues permettant l'échange gazeux avec l'atmosphère. Chez les premiers amphibiens, cette évolution se manifeste par la capacité de respirer à la fois dans l'eau et dans l'air. Une transition qui ouvre la voie vers la différenciation des vertébrés terrestres. L'apparition des forêts primitives a offert à leur tour
un nouveau cadre écologique modifiant le climat et les cycles biogéochimiques. Ces vastes étendues végétales ont contribué à l'augmentation significative de l'oxygène atmosphérique, facilitant ainsi le développement d'organismes plus grands et plus actifs. De plus, l'enracinement des plantes a stabilisé les sols, réduisant l'érosion et permettant aux écosystèmes terrestres de gagner en complexité et en diversité biologique. Les animaux terrestres se sont adaptés à une variété de niches écologiques. Les insectes, en particulier, ont connu une diversification remarquable, exploitant des ressources variées grâce à leur capacité de vol et leur structure sensorielle développée. Ces innovations ont établi les bases des réseaux trophiques qui soutiennent la plupart des systèmes terrestres contemporains. Les premiers vertébrés terrestres, apparus il y a environ 360 millions d'années, ont conservé une dépendance relative à l'eau pour la reproduction, limitant leur autonomie complète sur la terre ferme. La formation d'amniotes, avec des œufs munis de membranes protectrices, a marqué un tournant définitif vers une vie indépendante des milieux aquatiques. Cette innovation a permis aux reptiles et aux ancêtres des mammifères et des oiseaux de coloniser durablement les continents sans contrainte liées à la proximité immédiate de l'eau. Comprendre cette évolution éclaire mieux la nature du lien entre l'homme et son environnement. Le genre Homo inscrit son histoire dans ce continuum d'adaptation et de transformation. Le passage à la vie sédentaire, lié à l'agriculture et à la domestication, témoigne d'un prolongement de cette dynamique évolutive, où les capacités cognitives et culturelles deviennent des facteurs déterminants. Cette longue histoire de la vie terrestre pose aussi des interrogations sur les enjeux actuels. La transformation des habitats, le changement climatique et la perte de biodiversité rappellent que la conquête des milieux naturels reste un processus fragile et réversible. Ainsi, le regard porté sur le passé offre des enseignements précieux pour envisager l'avenir et la place de l'homme au sein des écosystèmes. Dans ce contexte, la compréhension des origines et des mécanismes biologiques qui ont permis cette expansion est essentielle. Elle révèle la complexité des interactions entre organismes, milieux et temps, démontrant que la vie est un équilibre dynamique en perpétuelle adaptation. La conquête des terres émergées illustre une étape majeure, où les frontières entre milieux ont été franchies par des innovations progressives et souvent subtiles. À mesure que l'on s'intéresse à ces processus, la diversité des stratégies évolutives se déploie dans toute sa richesse. Les formes variées de vie témoignent de cette créativité biologique, où chaque adaptation est une réponse aux contraintes environnementales locales et globales. La capacité à changer ou à s'adapter conditionne la survie, un principe qui reste valable jusqu'à aujourd'hui. Le chemin parcouru depuis les premiers organismes aquatiques jusqu'aux habitants des continents invite à réfléchir sur la notion même d'habitat et de milieu. Les environnements terrestres ne sont pas des espaces fixes, mais des systèmes vivants, en interaction permanente avec les formes de vie qui s'y développent. Cette vision intégrée éclaire les relations naturelles dans toute leur complexité. L'étude de ces phénomènes entre en résonance avec les approches scientifiques modernes, qui privilégient l'interdisciplinarité et la systémique. La biologie, la géologie, la climatologie et bien d'autres disciplines se croisent pour offrir une image globale de la planète et de ses transformations à travers les âges. Ces savoirs enrichissent la compréhension de l'évolution humaine, tant biologique que culturelle. Dans le prolongement de cette réflexion, la suite de notre parcours portera sur l'émergence des premières formes humaines et leurs adaptations spécifiques. Nous explorerons comment, à travers les millénaires, l'homme a su développer des outils, des langues et des sociétés complexes, toujours en interaction avec son environnement naturel. Cette étape révélera les singularités de l'espèce humaine dans le vaste récit de la vie sur Terre. L'ère des dinosaures et la diversification des espèces. La période mésozoïque, souvent appelée l'âge des dinosaures, s'étend approximativement sur 145 millions d'années, représentant une part majeure de l'histoire terrestre. Durant cette longue ère, la vie a connu une expansion remarquable, notamment chez les reptiles, qui ont dominé les écosystèmes terrestres. Ces créatures, aux formes variées et parfois impressionnantes, occupaient des niches écologiques multiples, contribuant à un équilibre naturel complexe. Parallèlement, la flore s'est également diversifiée, avec l'apparition progressive des premières plantes à fleurs, qui allaient remodeler les paysages. Les dinosaures, appartenant à plusieurs groupes,
illustrent cette diversité. Certains étaient herbivores, se nourrissant d'une abondance de végétaux, tandis que d'autres étaient carnivores, évoluant en prédateurs aguerris. L'adaptation à différents milieux a permis leur succès sur tous les continents connus. Chez eux, les variations de taille, de forme et de mode de vie étaient telles que l'on pouvait observer des animaux aussi petits qu'un volatile et d'autres dont la masse dépassait celle de plusieurs éléphants réunis. Cette pluralité témoignait de leur capacité à exploiter les ressources offertes par la planète à leur époque. La diversification des espèces ne s'est pas limitée aux dinosaures. Les océans accueillaient une vie marine abondante et variée. Les reptiles marins, comme les plésiosaures et les mosasaures, régnaient sur ces mondes submergés, tandis que d'innombrables espèces de poissons et de mollusques coexistaient dans un équilibre fragile. Par ailleurs, les insectes avaient déjà commencé leur parcours évolutif, se multipliant et jouant un rôle important dans la pollinisation et la chaîne alimentaire. La complexité croissante des écosystèmes terrestres et aquatiques s'appuyait sur une interaction dynamique entre tous ces organismes. Grâce à l'évolution, les premiers mammifères ont aussi fait leur apparition au cours du Mésozoïque. Bien que leur taille fût souvent modeste, ces créatures occupaient des rôles essentiels dans les écosystèmes, profitant de niches que les grands reptiles ne pouvaient exploiter. Leur développement fut lent, mais constant, jetant les bases d'une future émergence qui transformerait la faune terrestre après la disparition des dinosaures. L'évolution ne s'est jamais arrêtée, même lors des périodes où un groupe semblait régner sans partage, car la nature est toujours en mouvement. La fin du Mésozoïque est marquée par un événement aux conséquences profondes, qui a bouleversé l'équilibre des espèces. À la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années, une série de catastrophes a provoqué l'extinction massive d'une grande partie de la vie sur Terre. Ce phénomène, souvent attribué à la chute d'un astéroïde de grande taille, a engendré des bouleversements climatiques et environnementaux majeurs. Les conditions de vie ont changé brutalement, rendant le milieu hostile pour de nombreux organismes, notamment pour les dinosaures non aviens. Cependant, cet épisode dramatique a ouvert des perspectives nouvelles pour la vie, notamment pour les groupes jusque-là moins nombreux et dominants. La disparition des dinosaures a permis aux mammifères de se diversifier et d'occuper des niches écologiques autrefois inaccessibles. Cette transition a marqué le début d'une nouvelle ère biologique, celle du Cénozoïque, qualifiée parfois d'ère des mammifères, caractérisée par une diversification rapide et une croissance en taille et en complexité de ses vertébrés. Dans les végétaux aussi, des transformations importantes se sont produites. Les plantes à fleurs, qui avaient commencé à apparaître plus tôt, se sont développées rapidement, influençant les chaînes alimentaires et les habitats. Leur évolution a favorisé l'émergence de pollinisateurs spécialisés, contribuant à la richesse écologique. Au-delà des changements biologiques, cette période a également vu l'apparition de sols plus fertiles et une atmosphère modifiée, favorisant la croissance des forêts et la stabilisation des environnements terrestres. L'étude de cette période repose en grande partie sur les vestiges fossiles, témoins d'une vie révolue. Chaque os, chaque trace fossilisée, permet de reconstituer le passé avec une précision croissante, éclairant la manière dont les êtres vivants se sont adaptés puis transformés. Ces découvertes enrichissent notre compréhension non seulement de la biologie des dinosaures, mais aussi des interactions complexes qui présidaient à l'équilibre écologique. Elles confirment que l'histoire de la vie est une succession de phases d'expansion, d'adaptation et parfois de disparition. La place centrale des dinosaures dans cette histoire ne doit pas occulter la pluralité des formes de vie qui coexistaient depuis les premiers oiseaux, descendants directs de certains groupes de dinosaures, jusqu'aux espèces marines et terrestres, moins spectaculaires mais tout aussi indispensables. La biodiversité du Mésozoïque témoigne d'une dynamique évolutive continue, où les pressions environnementales ont guidé les trajectoires des espèces. Cette complexité a façonné les conditions dans lesquelles les premiers mammifères allaient pouvoir s'épanouir après le cataclysme. Ainsi, cette ère des dinosaures offre un panorama fascinant de la vie en mouvement. Malgré leur disparition, les répercussions de cette époque se manifestent encore aujourd'hui dans les lignées biologiques que nous partageons. Comprendre cette période permet de mieux saisir d'où nous venons et comment des transformations profondes, même brutales,
façonnent la biodiversité au fil du temps. Cette histoire naturelle invite à une réflexion continue sur l'évolution incessante de la vie. La transition vers l'ère suivante nous entraîne désormais vers l'émergence des mammifères et des oiseaux modernes, prélude à l'apparition des ancêtres de l'humanité. C'est dans ce contexte que va s'élaborer le prochain chapitre de notre récit évolutif, où les adaptations successives conduiront à la complexification croissante des espèces et, finalement, à notre propre histoire. Les premiers mammifères et l'évolution des primates. Après l'extinction massive qui a marqué la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années, la Terre a connu de profondes transformations dans ses écosystèmes. Les dinosaures, dominants depuis l'ère mésozoïque, ont disparu, laissant un espace écologique vaste et diversement occupé. Ce bouleversement a ouvert la voie à une radiation évolutive considérable parmi les formes de vie survivantes, en particulier les mammifères. Ces derniers, alors minoritaires et principalement nocturnes, ont commencé à explorer et à coloniser de nouveaux habitats, profitant de l'absence de prédateurs terrestres majeurs. Les premiers mammifères de cette période étaient petits, souvent de la taille d'une souris ou d'un rat, caractérisés par un métabolisme élevé, une température corporelle constante et une alimentation très variée. Leur capacité à se nourrir d'insectes, de graines ou de petits vertébrés leur permit une grande flexibilité écologique. Par ailleurs, leur système nerveux plus développé et leur cerveau relativement agrandi jouèrent un rôle capital dans l'adaptation rapide à divers environnements, notamment forestiers, où la densité végétale favorisait le refuge et la recherche des ressources alimentaires. Au fil des millions d'années, cette diversification s'est poursuivie, donnant naissance à une vaste gamme de mammifères adaptés à différentes niches écologiques. Les herbivores, carnivores, omnivores et fouisseurs se sont multipliés. Et parmi eux, un groupe particulier a commencé à manifester des traits qui deviendront distinctifs plus tard. Les premiers primates, apparus durant une période favorable, ont montré des adaptations remarquables à la vie arboricole. Ces adaptations incluaient des membres préhensils, des yeux dirigés vers l'avant permettant une vision binoculaire et une meilleure perception de la profondeur, ainsi qu'un sens du toucher très développé, crucial pour le déplacement et la manipulation d'objets dans un environnement complexe. Le développement du cerveau se démarqua notamment chez ces primates, avec une augmentation relative de la taille du cortex cérébral responsable des fonctions cognitives supérieures. Cette évolution s'accompagna d'une période prolongée d'éducation et de soins maternels pour les petits, signe d'une complexification croissante des relations sociales et d'une capacité d'apprentissage supérieure. Ces particularités seront déterminantes pour les futures branches évolutives qui mèneront aux hominidés. Les premières traces fossiles des primates montrent une étonnante diversité d'espèces réparties à travers différentes régions du globe, notamment en Afrique, en Asie et dans certaines parties d'Europe. Les environnements forestiers tropicaux ont offert un habitat stable et riche en ressources, encourageant la spécialisation des formes. Par ailleurs, certaines espèces manifestèrent une tendance à la diurnalité, contrastant avec les ancêtres nocturnes, suggérant une réorganisation des cycles d'activité en fonction des pressions écologiques et des besoins alimentaires. Durant cette longue période, environ 50 millions d'années, plusieurs familles de primates se sont différenciées. Parmi elles, les prosimiens représentent une étape primordiale, combinant des traits hérités des premiers mammifères avec des innovations propres à la vie arboricole, comme l'agilité et la coordination fine des doigts. Parfois considérés comme les parents éloignés des grands singes, ces prosimiens préparèrent le terrain pour l'apparition des anthropoïdes, qui comprendront les singes du Nouveau et de l'Ancien Monde, ainsi que les hominidés. Approchés de la période du Miocène, il y a environ 20 millions d'années, les changements climatiques et géographiques modifièrent la répartition des forêts, élargissant les savanes. Ces transformations incitèrent certains primates à adopter une vie plus terrestre tout en conservant des traits hérités de leurs ancêtres arborels. Cette transition vers le sol est un élément fondamental pour comprendre les étapes suivantes de l'évolution humaine. La capacité à marcher sur deux jambes, la modification de la structure dentale et des mâchoires, ainsi que des changements dans la posture globale sont associés à cette phase. C'est aussi au Miocène que se développèrent les premiers hominidés véritables, groupe englobant nos plus proches ancêtres. Leurs fossiles révèlent un mélange d'adaptation aux modes de vie arboricoles et terrestres.
témoignant d'un équilibre fragile dans un environnement instable. Ces hominidés manifestèrent notamment une augmentation de la taille cérébrale ainsi qu'un allongement des périodes de croissance et de dépendance, favorisant la transmission des savoirs et la complexité sociale. Chaque découverte fossile ajoute à la compréhension de ce chemin évolutif, souvent ponctué de nouvelles espèces intermédiaires ou éteintes. Les pressions environnementales ont toujours joué un rôle central dans cette évolution. Les variations du climat, les modifications du paysage, la compétition interspécifique et l'adaptation aux ressources alimentaires ont modelé les populations successives. L'apparition de certains outils rudimentaires, probablement façonnés par des hominidés il y a plusieurs millions d'années, illustre aussi l'émergence progressive de capacités cognitives et motrices distinctes. Ces outils témoignent d'un premier usage délibéré d'objets pour modifier l'environnement immédiat et améliorer les chances de survie. Il est également pertinent de souligner que les mythes anciens et les traditions culturelles de nombreuses sociétés humaines entretiennent une relation complexe avec cette histoire évolutive. Souvent présentées comme des récits d'origine, ces histoires reflètent une compréhension intuitive de notre place dans le monde, parfois en accord avec les faits scientifiques, parfois en opposition. Elles montrent néanmoins l'importance universelle portée à la question de savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Un questionnement qui traverse les époques et touche à l'essence même de l'humanité. En résumé, l'apparition des mammifères après la disparition des dinosaures a initié un bouleversement écologique majeur. Parmi eux, les primates ont développé des caractéristiques uniques, s'adaptant à un mode de vie arboricole et nourrissant une complexité croissante dans leur comportement. Ces avancées ont créé les conditions nécessaires pour l'émergence des hominidés, nos plus proches ancêtres, dont l'histoire se poursuit à travers la transformation des paysages et de l'environnement, préparant la scène pour les chapitres suivants de notre évolution. Cette transition marquante ouvre la voie à un récit qui s'enrichit des multiples découvertes, révélant peu à peu les origines profondes de notre espèce, les ancêtres de l'homme moderne. L'histoire de l'évolution humaine commence bien avant l'apparition de Homo sapiens, notre espèce actuelle. Les premiers hominidés, ancêtres des humains modernes, sont apparus il y a plusieurs millions d'années en Afrique. Ils se distinguaient déjà par certains traits qui annonçaient leur différenciation vis-à-vis des autres primates. Parmi ces caractéristiques, la bipédie, c'est-à-dire la capacité à marcher principalement sur deux jambes, représentait un tournant majeur. Cette adaptation a permis une meilleure vision sur la savane et une économie d'énergie lors des déplacements. Au cours de millions d'années, plusieurs espèces ont émergé et se sont succédées. L'une des plus anciennes connues est Sahelanthropus tchadensis, daté d'environ 7 millions d'années. Son crâne montre une combinaison intéressante de traits primitifs et dérivés. Sa position du foramen magnum, la base du crâne où la moelle épinière se connecte, suggère déjà une posture semi-érecte. Cette découverte a remis en question les idées traditionnelles sur le moment exact où la bipédie aurait débuté. Plus tard, Australopithecus afarensis, qui vivait il y a environ 3 700 000 ans, offre des preuves plus convaincantes. La célèbre Lucie, un squelette partiel retrouvé en Éthiopie, a permis de comprendre que cette espèce avait une locomotion bipède confirmée. Toutefois, son cerveau restait relativement petit, proche de celui des chimpanzés actuels. Cette combinaison traduit une étape évolutive, où la marche sur deux jambes existait, mais la capacité cérébrale n'avait pas encore atteint celle de nos ancêtres plus récents. En parallèle de la bipédie, d'autres adaptations ont marqué le développement des hominidés. Par exemple, la taille et la forme des dents ont évolué, indiquant des changements dans le régime alimentaire. Des outils simples en pierre ont été associés à certaines de ces espèces, témoignant des premières manifestations de l'intelligence et de la capacité à modifier l'environnement. Les sites archéologiques comme Olduvai Gorge en Tanzanie sont des témoins essentiels de cette émergence culturelle. Vers 2 300 000 ans, Homo habilis apparaît. Son nom signifie « homme habile », en référence à l'usage avancé des outils en pierre. Ce changement indique une progression cognitive et motrice notable. Le volume cérébral s'accroît modérément et la morphologie des mains permet une meilleure préhension. Ces modifications sont cruciales car elles annoncent la capacité à manipuler des objets avec précision.
compétence indispensable à la survie et à l'innovation. L'espèce Homo erectus, apparue il y a environ 1 800 000 ans, montre une prolongation significative de ces tendances. Sa stature est proche de celle de l'homme moderne, avec un corps adapté à la course de longue distance. Homo erectus est aussi le premier à avoir quitté l'Afrique pour s'installer en Asie et en Europe, illustrant une capacité d'adaptation aux différents environnements. L'usage contrôlé du feu, attribué souvent à cette espèce, a profondément impacté les modes de vie, permettant la cuisson des aliments et la protection contre les prédateurs. Dans le même temps, des espèces comme Homo heidelbergensis occupent l'Europe et l'Afrique, possédant encore un cerveau de taille importante, mais avec des traits primitifs. Les vestiges de ces populations suggèrent qu'elles sont probablement les ancêtres directs des Néandertaliens en Europe. Ces derniers, Homo neanderthalensis, apparaissent il y a environ 400 000 ans et se caractérisent par une adaptabilité remarquable au climat froid. Leur culture comprend l'usage d'outils sophistiqués, la chasse organisée et même des pratiques rituelles, comme l'inhumation de leurs morts. Ces lignées ont cohabité et probablement interagi avec Homo sapiens, apparu il y a environ 300 000 ans en Afrique. Cette espèce se distingue par un cerveau plus développé, une capacité symbolique et une complexité technologique accrue. Les premières manifestations artistiques et symboliques, telles que les peintures rupestres, témoignent d'une émergence cognitive sans précédent. Les migrations successives d'Homo sapiens ont conduit à la rencontre avec d'autres hominidés, permettant des échanges génétiques et culturels. Les grandes découvertes archéologiques, comme celle de la chapelle aux Saints pour les Néandertaliens ou de sites africains pour les premiers Homo sapiens, ont enrichi notre compréhension. Elles offrent un éclairage sur les modes de vie, les adaptations physiques et les interactions sociales. L'étude de l'ADN ancien, notamment, a révélé des métissages complexes entre espèces, transformant la vision d'une évolution strictement linéaire en un réseau d'interactions. Ces transformations successives ne représentent pas uniquement des changements biologiques, mais aussi des modifications profondes dans les modes de subsistance, les techniques et la culture. L'adoption de l'agriculture, environ 10 000 ans avant notre ère, marque la transition vers la sédentarisation et l'organisation sociale complexe. Ce processus est le point de départ d'une histoire qui conduit progressivement à la société contemporaine. Ainsi, l'évolution humaine est un récit de continuité et de rupture, de diversité et d'unité. L'étude des ancêtres de l'homme moderne met en lumière des mécanismes adaptatifs et des innovations qui ont façonné notre corps et notre esprit. Ces découvertes participent à une meilleure compréhension de notre place dans le règne animal et de la longue histoire qui précède chaque individu aujourd'hui vivant. Ce panorama des hominidés précède l'exploration plus détaillée des premières civilisations, qui ont bâti sur ces bases évolutives des formes de vie sociale structurées. Le passage à ces sociétés complexes introduit de nouvelles dynamiques culturelles et technologiques, prolongeant ainsi l'histoire fascinante de notre espèce. La maîtrise du feu et le développement des outils. La domestication du feu représente une étape essentielle dans le parcours évolutif de l'espèce humaine. Avant cette maîtrise, nos ancêtres dépendaient des ressources naturelles telles que les incendies provoqués par la foudre. Progressivement, ils apprirent à allumer et à conserver des flammes, ouvrant la voie à des transformations majeures dans leur mode de vie. La simple possession du feu modifia profondément leur alimentation, leur organisation sociale et leur développement cognitif. L'introduction du feu permit d'abord une amélioration de la nutrition. Cuire les aliments rendit les protéines et autres nutriments plus accessibles, augmentant ainsi la disponibilité énergétique. Cette modification alimentaire contribua à la croissance cérébrale, indispensable à l'émergence de capacités cognitives supérieures. Par ailleurs, la cuisson favorisa la digestion et réduisit le risque de maladies liées aux bactéries, prolongeant l'espérance de vie au fil des générations. Parallèlement, le feu assura une protection efficace contre les prédateurs nocturnes, ce qui permit aux groupes humains d'explorer de nouveaux territoires avec un sentiment accru de sécurité. Le rassemblement autour du feu créa un lieu central de socialisation et d'échange d'informations. Ces interactions concertées auraient renforcé les liens sociaux, un facteur déterminant dans la complexification des structures communautaires et dans l'apparition de comportements coopératifs. La fabrication d'outils, autre avancée clé, accompagna et amplifia ces changements.
Les premiers ustensiles taillés dans la pierre, apparus il y a plusieurs centaines de milliers d'années, furent utilisés pour couper, gratter ou casser, facilitant la transformation des ressources naturelles. Cette capacité technique reflète une organisation mentale sophistiquée, intégrant une planification anticipée et une précision motrice adaptée. Les outils devinrent aussi un moyen d'accéder à de nouvelles sources alimentaires, comme l'exploitation de la viande ou la collecte de racines profondes. Le développement des instruments en os ou en bois permit une diversité fonctionnelle accrue. Chaque innovation technique répondait à des besoins spécifiques, témoignant de l'adaptabilité et de la créativité croissante de ces populations primitives. Ces progrès sont visibles dans les vestiges archéologiques répartis à travers le globe, témoignant d'une diffusion progressive des savoir-faire selon les conditions géographiques et climatiques. Ces inventions n'étaient pas seulement utilitaires. Elles participèrent à la construction d'identités culturelles distinctes. Certaines traditions, parfois inscrites dans des pratiques rituelles, reflétaient une conscience naissante du groupe et de la transmission intergénérationnelle. L'accumulation de savoir liée à la maîtrise du feu et à la fabrication d'outils devint un patrimoine fondamental, assurant la survie et la prospérité des communautés humaines. Le contrôle de la température permit aussi la modification de matériaux, par exemple dans la production de céramique rudimentaire ou la transformation de silex. Ces processus techniques contribuaient à l'élaboration de nouveaux objets, offrant davantage de possibilités dans la vie quotidienne. La diversification des outils révèle une complexité culturelle croissante et un raffinement progressif des gestes. En complément, la gestion du feu améliora les capacités de chasse et de collecte. Il servait à repousser les animaux dangereux, facilitant la capture de proies plus grandes ou plus agiles. Cette efficacité accrue modifia les relations entre humains et environnement, favorisant une meilleure maîtrise du territoire. Par ailleurs, la préparation des repas au feu engendra des habitudes alimentaires nouvelles, consolidant les liens sociaux. Les études comparatives entre espèces animales démontrent que la cuisson des aliments est un facteur décisif dans l'évolution de l'espèce humaine. Le feu influa aussi sur les rythmes de vie, permettant une extension des activités après le coucher du soleil sous la lumière et la chaleur qu'il procure. Ce changement d'habitude comporta des répercussions sur les dynamiques sociales et culturelles, notamment dans l'apprentissage et la communication orale. Les héritages de cette maîtrise se retrouvent dans les traditions humaines modernes. Les mythes associés au feu illustrent son rôle majeur et symbolique dans diverses cultures. Ces récits, parfois attribués à des divinités ou héros légendaires, témoignent de l'importance du feu dans l'imaginaire collectif et la structuration des sociétés. L'étude de ces éléments éclaire les liens étroits entre technique, culture et identité humaine. La coopération nécessaire à l'usage collectif du feu favorisa l'émergence de formes sociales plus élaborées. Le partage des ressources alimentaires créa des obligations réciproques, renforçant la solidarité entre membres du groupe. Cette dynamique sociale renforça la cohésion et la survie face aux aléas de l'environnement, annonçant les premières formes d'organisation communautaire durable. Les innovations liées aux outils permirent également la diversification des activités humaines. La construction d'abris, le travail des peaux ou la fabrication d'objets symboliques participèrent à l'essor des premières cultures matérielles. Ces réalisations témoignent d'un souci croissant de manipulation et de transformation des éléments, caractéristiques de l'espèce humaine. Au fil des millénaires, la maîtrise du feu et des techniques associées posa les bases d'une évolution culturelle continue. Cette évolution se traduisit par des avancées successives, de plus en plus sophistiquées jusqu'à l'apparition des civilisations historiques. Le feu devint un élément central, non seulement sur le plan pratique, mais aussi dans le domaine spirituel et social, intégrant de multiples dimensions de l'existence humaine. En résumé, le contrôle du feu et la fabrication d'outils constituaient des facteurs déterminants dans la trajectoire de l'humanité. Ils permirent d'améliorer la nutrition, de renforcer les liens sociaux, d'accroître les capacités cognitives et d'ouvrir des perspectives nouvelles pour la culture. Ces transformations étaient interdépendantes, formant un réseau complexe d'innovations qui ont façonné notre développement. Ce panorama historique met en lumière l'interaction étroite entre les dimensions biologiques et culturelles. La compréhension de cette étape fait ressortir l'importance des acquis techniques et sociaux dans l'évolution humaine. Les effets de ces progrès
dépassent largement leur fonction immédiate pour influencer durablement la destinée de notre espèce. En poursuivant l'exploration de cette histoire, il conviendra d'examiner comment ces fondations ont préparé le terrain aux innovations ultérieures. L'évolution humaine ne s'arrête jamais, chaque découverte s'inscrivant dans une continuité dynamique. Ainsi, les avancées du feu et des outils représentent un socle incontournable dans la construction de ce qui fera l'homme moderne. L'évolution du langage et des capacités sociales. L'émergence du langage chez les hominidés a longtemps été au centre des recherches anthropologiques et linguistiques. On considère généralement que ce phénomène s'est développé progressivement, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, à mesure que nos ancêtres engageaient des interactions sociales plus complexes. Il ne s'agit pas d'un acte unique, mais plutôt d'une accumulation d'innovations cognitives et vocales qui ont permis une expression plus nuancée des pensées et des émotions. Les premières formes de communication étaient probablement rudimentaires, basées sur des sons simples ou des gestes, mais avec le temps, elles se sont structurées en systèmes élaborés capables de transmettre des informations abstraites et symboliques. Cette faculté nouvelle a profondément modifié la nature des relations sociales dans les groupes humains. La possibilité d'échanger des idées au-delà de la simple urgence ou du signal d'alarme a ouvert la voie à une coordination plus fine entre individus. Le langage a aussi permis de partager des connaissances liées à l'environnement, à la chasse, aux techniques de fabrication, ou encore aux règles sociales. Il est donc indissociable de la croissance des structures sociales, contribuant à la formation de sociétés plus larges et à la coopération organisée. Cette transformation a pu jouer un rôle clé dans la survie et le succès évolutif des premiers Homo sapiens. Les théories modernes postulent que plusieurs facteurs ont convergé pour donner naissance au langage. Parmi eux, l'évolution anatomique du tractus vocal, la capacité cérébrale à gérer des symboles et la nécessité sociale de la communication. L'augmentation de la taille du cerveau, en particulier du cortex préfrontal, a permis un traitement plus complexe de l'information. Cela a également favorisé la mémoire et la planification, base essentielle pour élaborer un discours cohérent. Par ailleurs, les interactions sociales soutenues par les structures familiales et tribales exigeaient une transmission orale d'informations précises, ce qui a sans doute renforcé ce processus. Le langage a aussi servi de vecteur à l'expression des identités culturelles émergentes. Dès que les groupes humains ont commencé à s'organiser en communauté avec leurs propres rites, leurs savoirs et leurs mythes, la communication verbale est devenue un outil pour maintenir la cohésion interne. Elle a permis la transmission intergénérationnelle de traditions, de lois et de croyances. Cette fonction a amplifié l'importance du langage au-delà du simple échange d'informations pratiques, lui conférant un rôle social et symbolique primordial. Ainsi, le langage n'est pas seulement un moyen de dialogue, mais un pilier de la culture humaine. Les premières formes de langage ont probablement reposé sur des unités simples telles que des phonèmes, des syllabes ou des mots isolés. Avec l'acquisition de la grammaire et de la syntaxe, ces unités se sont combinées pour créer des phrases, ouvrant la voie à une infinité d'expressions possibles. La structuration syntaxique a favorisé des récits plus complexes, la description d'événements passés, présents ou futurs, et même la communication d'idées abstraites. Cette maturité linguistique a façonné la manière dont les humains perçoivent le monde et interagissent les uns avec les autres, influençant profondément la pensée et la cognition. L'évolution du langage ne s'est pas opérée dans un vide social. Elle a accompagné et soutenu l'augmentation des réseaux d'interaction. Ces réseaux, initialement limités à de petits groupes, se sont étendus, favorisant les échanges à l'intérieur de tribus et même entre communautés différentes. La communication orale a permis de coordonner des activités collectives, comme la chasse ou la défense contre des prédateurs. Elle a également facilité la négociation et la résolution des conflits, contribuant ainsi à une organisation sociale plus stable et durable. Ces fonctions renforçaient l'importance du langage dans la dynamique communautaire. Des études paléo-anthropologiques ont mis en lumière certaines capacités vocales chez des espèces apparentées comme Homo erectus ou les Néandertaliens, suggérant que le langage a progressivement pris forme bien avant l'apparition d'Homo sapiens. Cependant, les preuves directes restent limitées car la parole ne laisse pas de traces fossiles. Les chercheurs s'appuient donc sur des indices anatomiques comme la structure du larynx,
ainsi que sur des analyses génétiques liées aux capacités cognitives. Cette approche permet de mieux comprendre la chronologie et les caractéristiques de cet important tournant dans l'histoire humaine. Par ailleurs, les traditions orales et les mythes de nombreuses cultures illustrent comment le langage a toujours été perçu comme une force puissante. Dans certains récits, il est considéré comme un don divin ou un art transmis par des ancêtres lointains. Ces conceptions reflètent la reconnaissance de son rôle essentiel dans la construction des identités collectives et individuelles. Elles témoignent également de la diversité des langues et des modes d'expression qui ont accompagné la dispersion géographique des populations humaines sur plusieurs continents, donnant lieu à une grande variété linguistique. Une analyse scientifique du langage met aussi en lumière son rôle dans la construction des normes et des codes sociaux. Par la communication verbale, les groupes ont établi des règles de conduite, des systèmes de droits et de devoirs, qui régissaient les interactions au sein de la communauté. Cette régulation sociale a permis d'éviter l'anarchie et de renforcer la coopération, condition nécessaire à la survie collective. Le langage est donc aussi à comprendre comme un outil d'organisation politique embryonnaire, jetant les bases des systèmes sociaux plus complexes qui allaient apparaître. Enfin, la capacité à raconter des histoires constitue une étape majeure liée à l'évolution des facultés linguistiques. La narration a permis de transmettre non seulement des faits, mais aussi des expériences subjectives, des émotions, des enseignements moraux et des visions du monde. Les premiers récits ont sans doute marqué la naissance de la culture, avec des récits mythologiques, des chants ou des proverbes. Ce processus a renforcé le sentiment d'appartenance à un groupe et permis de conserver une mémoire collective partagée, élément fondamental de la continuité des sociétés humaines. Ce lien entre langage, pensée et culture reste au cœur des études contemporaines. Ainsi, l'évolution du langage et des capacités sociales apparaît comme une histoire d'enchevêtrement entre biologie, cognition et besoin social. Elle illustre comment des changements progressifs ont conduit à l'émergence d'outils de communication complexes qui ont façonné non seulement la survie matérielle, mais aussi la richesse symbolique de l'humanité. Ce processus dynamique a ouvert la voie à la variété des expressions linguistiques et culturelles observées aujourd'hui, reflet de notre héritage commun. Il invite à considérer le langage comme l'un des piliers fondamentaux de l'aventure humaine, indispensable pour comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. La prochaine étape de cette réflexion consistera à examiner les transformations technologiques qui ont suivi, influençant notre rapport à l'information et la communication à travers l'histoire. La diffusion et l'adaptation humaine à travers le monde. La présence humaine sur la Terre est le résultat d'un long et complexe processus de migration et d'adaptation. Depuis les origines de notre espèce, Homo sapiens a quitté l'Afrique, berceau de l'humanité, pour s'étendre progressivement sur tous les continents. Cette dispersion n'a pas été linéaire ni immédiate, elle s'est déroulée sur plusieurs dizaines de milliers d'années, impliquant des groupes humains qui ont su s'adapter aux conditions variées de leur nouvel environnement. Les premières grandes migrations sont estimées à environ 70 000 ans avant notre époque. Les humains modernes ont traversé le Moyen-Orient, entrant en Asie où ils ont rencontré différentes conditions climatiques et écologiques. Ils ont dû ajuster leur mode de vie, leur alimentation, ainsi que leur organisation sociale pour survivre dans des espaces allant des forêts tropicales aux déserts arides. Ces déplacements ont souvent été accompagnés d'échanges culturels et génétiques entre populations humaines et parfois avec d'autres espèces humaines comme les Néandertaliens. Les preuves archéologiques recueillies jusqu'à présent éclairent ces chemins parcourus. On retrouve des outils de pierre façonnés avec des techniques spécifiques qui varient selon les régions et les époques, illustrant la diversité des adaptations. Dans certaines grottes asiatiques, des peintures datant de dizaines de milliers d'années témoignent d'une expression symbolique précoce, suggérant la complexité cognitive des premiers migrants. Au fil des millénaires, les populations ont également développé des technologies nouvelles comme la maîtrise du feu, la fabrication d'outils composites et plus tard l'agriculture, qui a marqué une étape cruciale dans leur implantation durable sur un territoire. À mesure que les humains s'approchaient des régions plus froides de l'Europe et de l'Asie du Nord, ils ont dû inventer de nouvelles stratégies pour résister aux rigueurs du climat. Cela inclut le développement de vêtements adaptés, l'utilisation de l'habitat naturel, comme les grottes, et plus tard la construction d'abris.
ainsi qu'une alimentation basée sur des ressources différentes de celles utilisées dans les latitudes plus tempérées. La confrontation avec les animaux sauvages, souvent au sommet de la chaîne alimentaire, a également façonné leur comportement et leurs outils de chasse. Après des millénaires d'expansion vers le nord et le sud, les humains ont finalement atteint les îles de l'océan Pacifique, affrontant de nouvelles contraintes liées à la navigation en mer. Ces migrations marquent un exploit remarquable en matière d'adaptation et de connaissance, car elles ont nécessité la maîtrise des outils nautiques et une compréhension des courants marins. Ces déplacements ont conduit à l'isolement relatif de certaines populations, qui ont développé des langues, des cultures et des savoir-faire propres, contribuant ainsi à la richesse de la diversité humaine actuelle. Parallèlement, en Amérique, la découverte progressive de sites archéologiques a renouvelé notre compréhension des migrations initiales. Les premiers habitants ont franchi un pont naturel entre l'Asie et l'Amérique du Nord, il y a environ 20 000 ans, bien que certaines découvertes récentes suggèrent des présences humaines encore plus anciennes. Quoi qu'il en soit, ces premiers Américains ont rapidement colonisé un continent au climat et aux paysages variés, des toundras boréales aux forêts tropicales, en adaptant leurs techniques de chasse et de subsistance. Leur histoire est un exemple supplémentaire de la plasticité humaine face aux défis environnementaux. Les données génétiques soutiennent et complètent les informations archéologiques en retraçant les lignées et les croisements entre populations. L'analyse de l'ADN ancien révèle des traces de métissage avec d'autres espèces humaines éteintes, comme les Denisoviens, ce qui témoigne d'interactions complexes au cours des migrations. Ces échanges ont pu fournir des adaptations biologiques favorables, renforçant la capacité des humains modernes à survivre dans des environnements diversifiés. Ils illustrent aussi la nature profondément connectée de notre histoire commune. Les mouvements humains ont toujours été accompagnés d'échanges culturels, volontaires ou non, qui ont façonné les sociétés. L'introduction de nouvelles technologies, de croyances et de pratiques a souvent accompagné ces rencontres. On observe par exemple que certaines traditions artistiques, religieuses ou linguistiques possèdent des traits communs, ce qui suggère une transmission durable par-delà les distances géographiques. Ces phénomènes témoignent de la capacité humaine à créer des liens durables tout en s'adaptant à des contextes variés. L'étude des fossiles humains, combinée aux vestiges matériels, contribue également à remettre en question certains mythes anciens concernant l'origine et la nature de l'homme. Des récits traditionnels racontent souvent une création locale ou un développement indépendant, tandis que la science révèle une histoire commune, faite de croisements et de mobilité. Ce contraste souligne l'importance de croiser les disciplines pour mieux comprendre notre passé et la manière dont il influence nos identités présentes. La diffusion progressive des humains sur toute la planète a engendré des réponses diverses aux contraintes écologiques. Dans certaines zones isolées, elles ont conduit au développement d'espèces particulières, à partir de populations anciennes ayant peu de contact avec d'autres groupes. Ces cas d'isolement génétique sont particulièrement précieux pour l'étude de l'évolution et de l'adaptation humaine, car ils illustrent les mécanismes par lesquels les traits biologiques et culturels peuvent se transformer. Dans ce mouvement constant d'expansion vers de nouveaux territoires, la relation entre l'homme et son environnement a toujours été centrale. La capacité à modifier les paysages, à sélectionner des animaux domestiqués ou à cultiver certaines plantes est un élément clé de l'histoire humaine. Ces pratiques, apparues il y a plusieurs milliers d'années, ont profondément modifié le rythme et la nature des migrations, offrant de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis. Les archives historiques et les traditions orales montrent que les migrations humaines continuent encore aujourd'hui. Si les formes et les raisons ont évolué, la dynamique générale conserve des caractéristiques constantes. Recherche de ressources, adaptation aux changements climatiques ou sociaux, échanges culturels. Ainsi, la compréhension du passé migratoire éclaire la complexité du présent et ouvre la voie à une meilleure appréhension des mouvements à venir. La richesse des données archéologiques, paléo-anthropologiques et génétiques permet désormais de tracer un récit cohérent de la dispersion humaine. Cette histoire invite à percevoir notre espèce non pas comme un ensemble figé, mais comme une entité vivante et dynamique, en perpétuelle transformation. Chacun de ces mouvements, chaque adaptation, chaque rencontre a contribué à façonner ce que nous sommes aujourd'hui. Ce récit nous conduit naturellement à examiner les spécificités de chaque région du monde qui a vu se développer des cultures humaines.
L'influence des environnements locaux, des nécessités écologiques ou des contacts interculturels a incarné une diversité riche et complexe qui sera abordée en détail dans la suite de cette exploration. Ainsi, l'évolution à l'échelle globale trouve son prolongement dans l'étude minutieuse des particularités régionales, marquant le prochain temps fort de notre voyage. La place de l'homme dans la nature aujourd'hui. Biologiquement, nous partageons une grande partie de notre patrimoine génétique avec nos proches parents, les chimpanzés et les bonobos. Cette proximité génétique met en évidence que notre évolution est un processus continu, marqué par des adaptations au fil des millénaires. Par exemple, l'apparition du langage articulé et de la capacité à fabriquer des outils complexes ont profondément modifié notre interaction avec le monde environnant. Ces innovations sont à la base des sociétés humaines telles que nous les connaissons, illustrant le rôle central de la culture dans notre évolution. La culture, entendue comme l'ensemble des pratiques, des croyances et des savoirs transmis de génération en génération, opère comme un moteur essentiel de notre développement. Contrairement aux autres espèces, l'homme a la capacité d'accumuler et de transmettre des connaissances sur le long terme, ce qui a entraîné une accélération spectaculaire de son évolution sociale. Par exemple, la maîtrise du feu, il y a environ 1 million d'années, a transformé à la fois l'alimentation et la structure sociale. Plus tard, les premières formes d'agriculture ont marqué une rupture décisive, permettant une sédentarisation progressive et la formation de civilisations complexes. Il est également important de considérer que l'évolution humaine est influencée par des facteurs biologiques et culturels en interaction constante. Le biologiste évolutionniste Stephen Jay Gould a proposé que le hasard joue un rôle important dans la trajectoire évolutive, tandis que les pressions environnementales façonnent les adaptations. Dans le cas de l'homme, la capacité à modifier son environnement a introduit une dynamique nouvelle, où la sélection naturelle coexiste avec des choix conscients et parfois contradictoires. Cette coexistence ouvre sur la question de notre identité actuelle. Aujourd'hui, face aux défis écologiques et technologiques, l'espèce humaine doit interroger sa place dans l'écosystème. Nos modes de vie, fortement urbanisés et dépendants d'énergies fossiles, ont un impact sans précédent sur la planète. Pourtant, la conscience de cette responsabilité témoigne d'une évolution culturelle qui pousse à la réflexion éthique, à une redéfinition possible de notre rapport à la nature. Par ailleurs, les mythes et récits anciens illustrent comment différentes cultures ont tenté de comprendre la condition humaine en relation avec l'univers. Ces imaginations collectives construisent pour des visions du monde qui influencent les comportements humains, parfois en harmonie avec l'environnement, parfois en opposition. Leur étude révèle le rôle fondamental de la symbolisation dans la survie et le développement des sociétés. L'idée que nous sommes à la fois des produits de la biologie et des créateurs de culture conduit à reconsidérer la notion même de nature humaine comme quelque chose de dynamique et en constante évolution. Par exemple, la diversité génétique au sein des populations humaines illustre les multiples adaptations régionales, mais l'interdépendance croissante des peuples souligne aussi la nécessité d'une conscience globale. À mesure que les avancées scientifiques nous permettent de mieux comprendre notre passé et nos capacités, des questions émergent sur les perspectives futures. L'utilisation de la génétique, de l'intelligence artificielle et des biotechnologies pose des défis éthiques sans précédent, mais également des opportunités pour améliorer la santé et le bien-être. Cette évolution technoculturelle s'inscrit dans une continuité, bien qu'elle introduise des ruptures dans la manière dont nous concevons notre existence. Il convient enfin de reconnaître que notre évolution ne se limite pas à des transformations physiques ou technologiques, mais inclut aussi des changements dans nos structures sociales et nos façons de penser. La globalisation, la diversité culturelle et les débats autour des droits humains témoignent d'une évolution constante des valeurs et des modèles sociaux. Ces éléments démontrent que la condition humaine est un équilibre mouvant entre héritage ancestral et innovation future. Ainsi, le regard porté sur la place de l'homme dans la nature aujourd'hui révèle une complexité profonde. Notre identité se construit au croisement de la biologie, de la culture et de l'éthique. Cette perspective ouvre à une compréhension plus large de ce que signifie être humain en constante transformation, mais toujours inscrit dans une réalité naturelle plus vaste. Cette réflexion prépare le terrain pour approfondir les enjeux liés à la coexistence entre l'homme et son environnement, thème que nous aborderons dans la suite de notre exploration.